Donc je vous présente un peu le plan qui va sous-tendre la présentation. Donc d'abord, je vais vous présenter un peu de manière générale la métropole de Lille. Ensuite, je vous parlerai du lien entre habitat et métropolisation. Et enfin, on s'axera sur 3 études de cas qui sont traitées dans le PLH avec les résultats finalement de ces politiques. Donc une petite présentation géographique. Donc la métropole de Lille, elle se situe dans le nord de la France, donc elle est frontalière avec la Belgique. C'est une situation qui est assez stratégique puisqu'elle est à environ 300 km d'Amsterdam et Londres et à seulement 200 km de Paris. Ensuite, pour présenter un petit peu la métropole en chiffres, donc c'est 90 communes, c'est donc la métropole la plus peuplée et qui a le plus de communes, en tout cas des métropoles de droit commun. Plus d'1 million d'habitants et environ 1770 habitants au kilomètre carré. Donc la particularité de cette métropole, c'est qu'elle est tripolaire, parce qu'elle est constituée surtout autour de 3 communes, avec Lille et Roubaix et Tourcoing, qu'on voit ici. Elle est intégrée plus largement dans les périmètres de l'aire urbaine, donc on voit en orange tout du long, et bien sûr du SCOT, qu'on voit en pointillé. La question qu'on a aimé traiter dans la suite, c'est à quelle dynamique renvoie le terme de métropole, à quelle réalité renvoie ce terme. Donc d'abord à des réalités finalement économiques, puisque sur cette carte, désolée, elle n'est pas locale en fait. Il y aura un peu la qualité graphique. Donc on le voit assez nettement, finalement les flux domicile-travail qui sont polarisés autour de la métropole. On n'a pas eu les chiffres sur cette carte des communes transfrontalières, mais il y a aussi beaucoup d'échanges avec les communes frontalières, donc Moucron, Tournai, et forcément aussi des flux internes qui sont extrêmement intenses. La deuxième réalité métropolitaine, ça va être l'attractivité résidentielle. Donc en rouge, c'est l'attractivité, une évolution qui est positive et en bleu négative. Donc on voit qu'elle est polarisée autour de la commune de Lille, puis qui descend au sud vers la Bassée, et puis certaines communes qui perdent des habitants. Donc juste pour information, les communes qui gagnent des habitants, c'est principalement des migrations étudiantes. C'est beaucoup des populations de 7-24 ans. Donc le périmètre tel qu'on le voit aujourd'hui, de 90 communes, au final, il a très peu évolué dans le temps, puisque dès 1966, à la création de la communauté urbaine, on était à 89 communes. En 1900, donc 30 ans plus tard, en 1996, avec la création de Lille Métropole Communauté Urbaine, on redescend un peu à 85 communes, et puis tout dernièrement, en 2015, avec la Métropole Européenne de Lille, on revient à 90 communes. Et cette métropole, elle agit elle a des compétences en termes d'aménagement, de nature et de cadre de vie, d'économie, de culture, et surtout, ce qui va nous intéresser par la suite, le logement. Ce qui est intéressant à Lille, ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, ce n'est pas spécialement le passage à la métropole qui a donné les compétences habitat, puisqu'elle en avait déjà dès 1966, donc le passage à la métropole, à la communauté urbaine, a donné des compétences en matière d'organisme HLR, en matière de logement. Plus tard, la communauté urbaine a voulu se saisir du PLH, donc qui est déjà établi à l'échelle métropolitaine, et 3 ans plus tard, une extension des compétences vers les domaines finalement du foncier. Ce qui change finalement avec la métropole, en 2015, ça va être un budget qui est plus conséquent et finalement qui est plus identifié. Donc là, on est je ne sais pas si on voit très bien, à 66 millions de budget. Donc c'est le 4e poste de dépenses sur 900 millions affectés aux politiques métropolitaines. Donc pour mener à bien cette politique, on a forcément un réseau d'acteurs qui est très varié. Donc les partenaires institutionnels qu'on connaît tous, les communes, les départements, régions ou États, et des partenaires plus de terrain, j'ai envie de dire, avec les SEM, les bailleurs, les agents d'urbanisme et les associations. Le passage à la métropole, qu'est-ce qui a changé finalement dans ce réseau d'acteurs? Alors d'abord une stratégie de simplification et de clarification des compétences, puisqu'il y a des bailleurs, notamment LMH, qui est issue d'une fusion entre différents bailleurs de communes, et en même temps
une stratégie de conservation de certains services, puisque les communes de Lille, Roubaix et, il me semble, Tourcoing ont gardé leur service habitat, donc qui est de près d'un effectif de 50 personnes, qui aurait dû être transféré au siège de la métropole, mais voilà, il y a cette compétence de service de proximité qui est conservée dans les communes. Donc, cette multitude d'acteurs-là doit répondre à de nombreux enjeux et défis que pose le territoire métropolitain. Le premier défi, ça va être que la métropole, finalement, c'est un territoire composite, et c'est surtout un territoire d'inégalité. Donc on le voit assez nettement sur cette carte, avec les différences de revenus médians par commune. Donc des communes assez, je ne sais pas si on peut dire le mot populaire, donc par exemple le revenu médian à Roubaix qui est de 9 000 €, et à Gruson va jusqu'à 30 000 €. Donc une diversité voilà, des situations socio-économiques, et avec les bulles oranges, c'est la part des ménages qui payent l'ISF, qui sont soumises à l'ISF en tout cas. Donc voilà pour ça. Et surtout, j'ai oublié de vous le dire, 20% des ménages sur la métropole qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc pour une moyenne nationale qui est à 13%. Donc finalement une population qui est assez précaire. Ensuite, pour ce qui est de la typologie du bâti, c'est à ce défi-là aussi que doit répondre la métropole. C'est une typologie très diversifiée, avec du collectif beaucoup dans la ville-centre, à Lille. Et sinon, autant du pavillonnaire que des maisons de ville, beaucoup d'habitats ouvriers aussi. Je profite d'ailleurs de cette carte pour vous notifier, si vous n'avez pas déjà vu, que finalement le territoire métropolitain est très rural, puisque là on a finalement la moitié du territoire qui est urbanisé. Donc c'est pour répondre à cette diversité de situations que je viens de vous énoncer que le PLH a décidé d'intégrer trois directives un petit peu phares. La première, ça va être d'essayer de construire plus de logements, avec 6 000 logements par an, entre 2012 et 2018. Et ces logements-là, d'essayer de les produire de manière plus mixte, avec un tiers de logements très sociaux, donc PLAI, PLUS, un tiers de logements abordables et un tiers de logements libres. Et enfin, un habitat plus durable, avec une amélioration du parc privé et essayer de lutter contre la précarité énergétique. Donc pour aller plus loin, on a choisi finalement de zoomer sur trois sous-politiques de l'habitat, si on peut dire ça comme ça, que mène la métropole de manière assez volontariste. La première, c'est les actions qu'elle mène sur l'habitat privé ancien dégradé. La deuxième, ça va être les politiques menées sur la construction de logement social, et enfin, comment elle attribue ce logement social. Donc pour chaque sous-thème, on va essayer de faire un diagnostic, les objectifs et les résultats de ces actions. Donc la première chose sur l'habitat privé ancien, c'est un habitat qui représente 25% du logement sur la métropole, puisque c'est des logements qui sont construits pour la plupart avant 1954. Et sur cette carte, on voit, alors j'ai oublié de mettre le titre, c'est le parc qui est insalubre. Donc on le voit, qui est assez concentré sur la ville-centre et surtout sur Roubaix et Tourcoing et Waterloo. Donc tout ça, c'est souvent dû au fait que les propriétaires sont souvent n'ont pas les moyens finalement de financer eux-mêmes les travaux. Et donc la stratégie de la métropole, ça va être pour lutter contre l'habitat insalubre, d'améliorer la performance énergétique et d'adapter le parc aux dynamiques démographiques. Concrètement, ça va être par des aides financières, des assistances juridiques, une assistance technique et du repérage de cet habitat insalubre et de la prévention. Donc ça, on a beaucoup d'associations qui font ce travail-là de terrain sur toute la métropole. Ensuite, sur la construction de logements sociaux, le parc, on le voit assez nettement sur cette carte, il est inégalement réparti sur le territoire, donc avec des communes qui sont à plus de 40% de logements sociaux sur leur commune, et des villes qui n'atteignent même pas les 10%, sur un parc de 124 000 logements. Finalement, c'est une dimension qui est assez primordiale à prendre en compte, puisque 3/4 des habitants peuvent prétendre au logement social,
sur le territoire métropolitain et 57% au logement très social. Donc on comprend la nécessité d'opérer une politique volontariste de construction de logement social. Les objectifs pour justement construire plus, je vous parlais de 2000 logements par an, 6000 logements par an au total, ça va être de repérer et d'acquérir du foncier, surtout de convaincre les décideurs locaux, parce que je pense que tout le monde est au courant de la difficulté de convaincre de la nécessité de construire du logement social et d'opérer finalement, de privilégier en tout cas certains sites de construction. Donc on le voit ici, les efforts de construction ils sont ciblés sur 5 communes, donc Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d'Ascq, et puis une commune qui a été rajoutée qui est l'Homme, qui appartient à Lille aujourd'hui. Donc ça c'est rendu possible par un partenariat assez, qui est assez fort avec l'établissement public foncier. Donc on essaye vraiment d'avoir un partenariat efficace et qui permet de durer dans le temps, et des aides financières, souvent, encore une fois, les subventions d'associations. Les résultats de cette politique, c'est quoi ? Finalement, c'est compliqué à évaluer parce qu'elle pâtit d'un retard de construction qui a cumulé depuis les années 2000, et que l'objectif ambitieux des 30% de logements sociaux, on n'arrive pas à l'atteindre puisqu'on compte seulement 1000 nouvelles constructions de logements sociaux par an contre un objectif de 2000. Et enfin, une part de logements très social, donc de PLL, qui est encore trop faible, puisqu'on était à 7 à 9%, et puis la métropole le fait passer à 6%. On était à 6%, on le fait passer à 9% aujourd'hui. Donc c'est une politique qu'on peut qualifier d'ambitieuse, mais dont les résultats sont encore insuffisants aujourd'hui, surtout au regard de l'attractivité régionale que la métropole entend donner. Je vous avais parlé comme dernier point sur lequel on allait zoomer, c'était finalement l'attribution de logement social qui est importante sur la métropole. Le diagnostic il est assez critique puisqu'on a 300 à 400 personnes qui dorment chaque nuit dans la rue sur le territoire métropolitain et 95% de réponses négatives à l'appel du 115. Et 5% restants ne donnent pas forcément suite à un hébergement. On a 50 000 demandes de logement par an et seulement 10 à 12 000 attributions par an. Et c'est 50 000 demandes en stock, donc tous les ans on a à peu près le même chiffre. Donc la métropole, au regard de ce diagnostic, elle entend faire de l'accès au logement une priorité. Donc comment elle va essayer de mettre en œuvre cette politique ? Finalement, en essayant de prioriser les ménages défavorisés, les ménages très précaires, en essayant de rééquilibrer territorialement les attributions et surtout de simplifier les demandes. Je vais essayer d'aller un peu vite, pas vous. Je vous dirai plus en détail si vous avez des questions. Ça va être par des aides financières, donc notamment le fonds de solidarité logement qui a été transféré du département à la métropole, et par des outils techniques, donc on en a parlé un petit peu ce matin, le PDA-LPD, l'accord collectif international, intercommunal, et le dossier unique. On n'est pas encore international. Le dossier unique. Les résultats de cette action, donc ça va être une certaine avancée sur les publics prioritaires, ce que permet le PDA-LPD, mais un taux de demandeurs ou de logements qui peinent véritablement à se résorber, donc dû forcément au retard des constructions de logements sociaux. Et bien sûr une attente qui reste beaucoup trop longue avec des procédures trop complexes qui ne permettent pas toujours d'orienter au mieux les demandes. Donc le bilan finalement de cette action, c'est que la métropole se rend compte qu'elle doit apporter une attention particulière à mieux orienter les demandeurs de logement avec des plateformes de renseignement innovantes. Donc pour finir, pour répondre à la question finalement, est-ce que la métropole c'est une échelle efficace pour répondre aux problématiques du logement? C'est compliqué de répondre à cette question pour la métropole de Lille, puisqu'elle agissait déjà comme une métropole avant le saut métropolitain. Dès 1966, on l'a vu tout à l'heure, elle avait cette compétence sur le logement déjà dès la communauté urbaine. Après, bien sûr, la métropole a pu permettre de fusionner les organismes, de clarifier les compétences des services et surtout des documents. Donc finalement,
Et ce qui rend difficile aussi l'impact de la métropole, ça va être la diversité des acteurs, je vous l'ai montré tout à l'heure, avec des associations, des communes qui ont chacune leur périmètre, qui ont chacune leurs actions, et surtout les échelles auxquelles est intégrée la métropole. Donc c'est ce qu'on voit avec cette image ici, entre la commune et l'Europe, particulièrement Lille, puisqu'on a des coopérations eurométropolitaines. Donc finalement, plus qu'un chef de file de l'habitat, la métropole elle va plutôt jouer un rôle d'intermédiaire entre les opérateurs de terrain et les opérateurs, les instances en tout cas dirigeantes. Et là on arrive à ma dernière slide, donc c'était plutôt une limite à la métropolisation qu'on avait voulu marquer. Cette frise-là, elle représente finalement les différents documents d'urbanisme et leur impact sur le temps, et qui montre que les politiques du logement, elles subissent une grande inertie de par ces documents réglementaires. Puisque, on peut vous donner l'exemple à Lille du changement de bord politique à la tête de la métropole, et avec un changement de stratégie pour l'habitat, puisque Damien Castelin, qui a été à la tête de la métropole, voulait réduire finalement le taux de logements sociaux, donc de 30 à 25%, mais finalement qui va être compliqué à mettre en œuvre de par la longueur finalement et la temporalité des documents d'urbanisme, qui ne permettent pas spécialement de changer ces politiques de manière très rapide, voilà, en rapport avec la compatibilité que doivent apporter les documents d'urbanisme. Donc voilà.